Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui à l'émission, nous discuterons avec Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal des conséquences de l'affrontement commercial avec les États-Unis et des tarifs douaniers sur les consommateurs ainsi que les manipulations des catégorisations des dépenses du gouvernement fédéral sous Mark Carney. Mais tout d'abord, pour donner suite à sa dernière chronique, Michael Albo nous parle de ces 3 scénarios présentés voilà 2 semaines à propos des changements technologiques et économiques anticipés. Comment se préparer à un monde technologique qui est profondément imprévisible? Pour en parler, nous recevons donc Michael Albo, PDG chez Insight Solver. Monsieur Albo, bonjour. Bonjour Philippe. Et re-bienvenue à l'émission. Pouvez-vous nous rappeler, premièrement, quels étaient les 3 scénarios que vous aviez présentés, voilà, 2 semaines en termes d'évolution techno-économique, si je peux dire? Oui, bien sûr. En fait, si vous vous souvenez, le premier scénario, c'était celui de la révolution IA qui est souhaitée par les entreprises de la Silicon Valley. Et il se décrit par une croissance économique explosive où l'IA va dépasser largement les capacités humaines et va faire exploser la productivité. Au passage, cette révolution va entraîner des bouleversements sociaux majeurs dont on avait parlé la dernière fois, et en particulier un effondrement de la valeur du travail humain. Et ensuite, le deuxième scénario, lui, il envisage non pas une révolution comme le premier, mais plutôt une évolution. C'est une transformation graduelle, quelque chose que l'on connaît. C'est une croissance soutenue par l'IA qui va être similaire aux révolutions technologiques passées. Et dans ce cas-là, la société elle a le temps de s'adapter. Et enfin, le troisième scénario, c'est celui qui explore un impact finalement très limité de l'IA, où les gains restent confinés ou difficiles à mesurer ou n'ont pas vraiment d'impact sur le PIB, malgré un battage médiatique important. Et le troisième scénario, c'est le scénario de la désillusion. Et ces 3 scénarios sont très, très différents. Et donc, vers quel scénario nous dirigeons-nous? Quels sont les signes à détecter? Effectivement, ces 3 scénarios décrivent 3 futurs très très différents. Et donc pour tes auditeurs, la grande question c'est de savoir vers quel scénario on se dirige, parce que c'est nécessaire pour pouvoir comprendre où investir et quelles compétences acquérir en fonction des 3 scénarios. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de livrer ma boîte à outils à tes auditeurs, afin de les aider à lire l'avenir. Mince tâche. Voilà, vaste débat, oui. Et surtout à comprendre ce que chaque trajectoire veut dire pour notre économie et pour leur vie quotidienne. Et donc, pour chaque scénario, je vais présenter 5 signes avant-coureurs ou indicateurs avancés qu'il faut surveiller parce qu'ils peuvent témoigner de la trajectoire que nous sommes en train de prendre. Alors, allons-y. Prêt pour le premier scénario? On est prêt. Dans le premier scénario, ce qu'on devrait voir, c'est des progrès technologiques sans précédent. On devrait voir arriver des annonces d'avancées majeures qui rapprochent l'IA d'une intelligence générale. Je dis bien intelligence générale et pas IA consciente. Je parle vraiment d'une IA des systèmes qui vont être capables d'apprendre et de raisonner de façon autonome dans tous les domaines. Ça va être par exemple une IA qui résout des problèmes scientifiques complexes sans assistance, et qui pourrait signaler un basculement imminent. Ça va être des IA qui conduisent sans difficulté tout type de véhicule. Deuxième signe avant-coureur... On n'y est pas déjà presque? Je sais que les Tesla ont déjà des systèmes de pilotage quasi automatiques. Oui, alors on franchit, il y a 5 niveaux, on est à peu près à mi-chemin, mais on n'est pas vraiment sur la vraie conduite autonome où l'IA on va dire, est 100% capable de prendre en charge tous les scénarios et de ne jamais rendre le volant. D'accord. On y vient, mais on n'y est pas encore. Continuez, pardon. Alors, il y a le deuxième signe avant-coureur, ça va être une explosion des investissements IA. On va voir une forte accélération des dépenses d'investissement dans les centres de données. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, dans les infrastructures cloud et dans l'ensemble des projets d'IA à l'échelle mondiale. Et là, l'indicateur à surveiller, ça serait par exemple la part des investissements en capital dédiés à l'IA. Et parce que dans ce scénario-là, il devrait atteindre des sommets historiques. Un autre signe avant-coureur qui est un peu contre-intuitif, ça se trouve du côté des taux d'intérêt des obligations.
en fait, on devrait voir une hausse marquée des taux d'intérêt à long terme sur les obligations d'État. Pourquoi ? Parce que si les marchés financiers commencent à croire à une croissance explosive imminente, en fait, les rendements obligataires à long terme devraient grimper sensiblement. Et en fait, une augmentation soudaine et soutenue des taux sur les termes 10 à 30 ans serait un signe que le scénario 1 prend de la crédibilité. Mais pourquoi l'un mènerait à l'autre ? Tout simplement parce qu'en fait, il y aurait tellement de besoins d'investissement que l'argent commencerait à se faire rare et tous les investissements seraient détournés vers du capital IA, tout simplement parce que ce serait le plus rentable. Et donc, tout ce qui ne serait pas lié à l'IA ne serait, serait disqualifié, ou tout simplement parce que ça vaudrait beaucoup moins d'intérêt d'investir là-dedans. Et en particulier, on pense aux dettes souveraines. Rappelons quand beaucoup de capitaux se retrouvent dans les obligations, les taux baissent, et quand c'est l'inverse, quand il n'y a pas assez d'acheteurs, les taux montent. Dans ce cas, exactement. Et là, en fait, on pourrait même avoir une possible pénurie de capital, compte tenu des investissements qui sont nécessaires. En termes de construction de centrales nucléaires pour nourrir tous les centres de données. Je ne sais plus, c'est OpenAI annonçait des investissements pour construire des centres de données. Je ne sais plus, c'est l'équivalent de 4 barrages Hoover qui sont nécessaires pour alimenter en électricité ces projets-là. Toutes les grandes entreprises de tech californiennes parlent d'énergie de nos jours, en effet, dans le sens où c'est devenu une entreprise tech et d'énergie dans presque tous les cas, parce que, comme vous le mentionnez, la demande de ces nouvelles technologies en termes d'énergie est absolument astronomique. Exactement. En fait, on aurait une course aux infrastructures qui avalerait en fait l'épargne mondiale. Ce serait un Sinclair, donc. Ah oui, là, ce serait un Sinclair. Et ce serait pas bon signe pour les États. Et donc Québec ferait fortune, peut-être. Peut-être. Enfin, après, tout dépendra de notre politique économique et de notre attitude vis-à-vis de cette vague de l'IA. Et on verrait aussi, quatrième signe avant-coureur pour le scénario 1, c'est une productivité hors norme. On verrait des publications de statistiques qui montrent des gains de productivité du travail bien au-dessus des tendances historiques. Par exemple, ça serait une croissance annuelle de la productivité qui dépasse largement 3 à 4%, ce qui serait inédit sur longue période. Cela indiquerait que l'IA commence à avoir un effet macroéconomique massif. Alors on en est loin là aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, c'est pas du tout le cas en ce moment. Hein. Non, c'est pas du tout le cas en ce moment. Et dernier signe avant-coureur du scénario 1, ça serait un marché du travail bouleversé qui se fragmenterait. On verrait simultanément des signes de pénurie de main-d'œuvre dans des métiers non automatisables et simultanément une hausse brutale du chômage ou de la sous-activité dans des secteurs automatisés. En fait, on verrait aussi... Comment on définit ces secteurs ? Par exemple, quels sont-ils en gros ? Par exemple, on verrait une flambée des salaires pour des emplois comme plombier, des emplois d'aide à la personne, de préposés aux bénéficiaires. Parce que, faute de candidats, tout le monde se reporterait sur ces secteurs-là, sur ces emplois-là, qui sont épargnés par l'IA et qui nécessitent aussi des compétences. Et combiné à des pertes d'emplois massives dans l'industrie du... On verrait ça aussi combiné à des pertes d'emplois massives dans l'industrie du transport, je sais pas, le transport poids lourd, la comptabilité, la programmation. Et tout ça, ça confirmerait que l'IA remplace rapidement le travail humain. Et autant te dire que ce serait un chaos total. Alors, on va aller vers un scénario qui est un peu plus tranquille, même s'il est quand même assez dynamique. C'est le scénario 2. C'est le scénario de l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on verrait dans c'est quoi les 5 signes avant-coureurs qu'on verrait ? Ce serait par exemple une augmentation progressive de la productivité. Là, on verrait des données qui montrent une hausse modérée mais constante de la productivité du travail, qui serait cohérente avec ce scénario. Par exemple, si les taux de croissance de la productivité dans les pays avancés montent progressivement de 1% ces dernières années vers 1,5%, puis 2% annuellement, ça indiquerait que l'IA contribue positivement, mais sans être révolutionnaire. On verrait aussi des investissements et des valorisations soutenues, mais rationnelles. On observerait par exemple la poursuite d'importants investissements en IA au sein des entreprises technologiques, aussi bien que des entreprises traditionnelles qui déploieraient en fait des projets.
mais aussi des valorisations boursières élevées pour les entreprises technologiques, mais sans bulle disproportionnée. Mais c'est subjectif un peu, non? Qu'est-ce qui est une bulle ou ce qui est disproportionné peut sembler être une estimation, une valorisation complètement rationnelle pour une autre personne. Non? Exact. Mais en fait, la bulle, c'est la crainte. Ouais. Parce qu'en fait, on pourrait avoir des corrections temporaires de marché, mais on ne verrait pas d'effondrement massif parce que la croissance des bénéfices suit plus ou moins le rythme du cours des actions. Il suffit de regarder la progression des bénéfices de Nvidia qui justifie en fait la hausse des actions. Alors après, on peut dire est-ce que c'est un peu trop élevé et tout, mais en fait, c'est difficile de dire que c'est une bulle pour par exemple, ce titre. Contrairement au scénario 1, en fait, on verrait une stabilité des taux d'intérêt réels. Donc, en fait, peut-être définir ce qu'est un taux d'intérêt réel. C'est les taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire les taux d'intérêt sur lesquels les États s'endettent je sais pas, entre 10 ans et 30 ans. Là, ils ne s'envoleraient pas brutalement. Ils pourraient augmenter, mais tout en douceur. Ça reflèterait une meilleure croissance et aussi une épargne qui reste encore abondante. La situation actuelle où les obligations ne prévoit pas de boom, et justement en phase avec ce scénario. On est un petit peu là-dedans actuellement. On continuerait de voir des taux à 10 ans relativement stables ou en légère hausse maîtrisée comme maintenant, et ça nous indiquerait que nous restons sur une trajectoire de croissance normale amplifiée par l'IA, mais pas sur la trajectoire explosive du scénario 1. Et au niveau du marché du travail, on verrait des transformations sectorielles. Et là, il faudrait repérer dans les données d'emploi ou de PIB des signes de réallocation des ressources. Par exemple, une baisse progressive de l'emploi dans les secteurs facilement automatisés, alors les secteurs manufacturiers, certaines tâches de bureau routinières, qui seraient compensées par une hausse de l'emploi dans les secteurs liés à l'IA, par exemple l'informatique, l'analyse des données, ou dans les services à la personne. On aurait des gens qui seraient augmentés par l'IA, mais pas forcément remplacés par l'IA. Et donc, ce déplacement de l'emploi confirmerait que l'IA se diffuse en fait graduellement. Et il faudra aussi regarder du côté des politiques publiques, parce que dans ce scénario 2, on peut s'attendre à ce que les gouvernements aient le temps de mettre en place des stratégies qui accompagnent l'IA. Ça veut dire des investissements dans la formation, ça veut dire l'adaptation de réglementation du travail, ça veut dire aussi l'encouragement à l'innovation, mais tout en posant... Est-ce que le revenu universel serait potentiellement un de ces programmes ou une de ces politiques publiques quand on sait que la transition d'un domaine à l'autre au point de vue du travail ne serait pas facile ni rapide? Ouais. Peut-être très probablement plus lente que l'évolution elle-même de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait penser que l'État, tôt ou tard, se sente obligé d'intervenir pour sécuriser, si on peut dire, financièrement et socio-économiquement parlant, une bonne partie de sa population dans cette transition du monde du travail? On en parle beaucoup, ouais. Mais tous les essais qui ont été faits sur le revenu universel ont conduit à des échecs, tout simplement parce que les bénéficiaires ne se comportent pas comme ce qui serait attendu. Ce qui est toujours le cas, en fait. En ce qui est trait aux politiques publiques, c'est toujours l'individu, l'humain qui change le résultat escompté. Exactement. Et pour finir avec ça, c'est ce qui en termine avec le scénario 2. Et on va attaquer le scénario 3, parce que je vois le temps passer. En fait, il nous reste 7 minutes environ. Ouais. Ce qui pilote le scénario 3, si vous vous souvenez, c'est la désillusion. Et là, en fait, ce qu'on verrait, c'est une absence de décollage de la productivité. Alors, malgré une adoption de l'IA, et on verrait des indicateurs de productivité du travail qui stagnent toujours autour de leur niveau actuel, où on n'augmenterait que très faiblement, on serait toujours autour de 1% par an dans les pays avancés. Et ça suggérerait que l'IA n'a pas d'effet macroéconomique majeur. Ça a déjà été le cas dans les années suivant la diffusion d'Internet, où en fait la croissance de la productivité est restée modérée malgré les investissements. Mais comment est-ce qu'on explique le phénomène? Ça me semble contre-intuitif. Tout simplement parce que tous les nouveaux produits, on verrait plein de produits se créer, mais en fait, ils n'arriveraient pas à monétiser.
où tout simplement tous les gains seraient captés par les utilisateurs, mais on ne verrait pas d'impact sur le PIB, ou tout simplement les gains de productivité seraient perdus dans d'autres activités qui seraient permises par l'IA. Pense aux réseaux sociaux. C'est un peu cette idée-là. Ça détruit autant de productivité que ça en crée. Et donc, en fait, on verrait un écart entre l'innovation, qui serait bien existante, et la réalité économique. Et en fait, on verrait un décalage persistant entre ces avancées, de plus en plus d'avancées technologiques, et de moins en moins de résultats concrets. On verrait plein de prototypes d'IA, de projets pilotes qui existeraient, mais en fait, peu seraient déployés à grande échelle dans les entreprises. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça peut être logique sur les premières années, qu'on reste dans le scénario 3. L'IA, en fait, pourrait être utilisée principalement pour des services non marchands. Alors ça peut être des chatbots ludiques, ça peut être, je vais mettre de l'IA dans un jeu vidéo pour faire parler des PNJ, je vais améliorer des produits existants, mais sans vraiment réduction des coûts ni monétisation. Et donc là, on aurait un fossé entre l'innovation et la production. Ça indiquerait qu'en fait, l'IA ne scale pas. En fait, pas suffisamment pour impacter le PIB. Et là, si ça arrive, là, on aurait des très grosses corrections sur les marchés technologiques. Là, un signal fort, ça serait l'éclatement d'une bulle spéculative autour de l'IA et l'effondrement des valorisations. Alors, si dans quelques mois ou dans quelques années, on observe une chute notable de la valorisation des entreprises phares, ou l'échec d'un grand nombre de startups IA, ça signifierait que les attentes étaient exagérées. Et là, ce qu'on verrait, c'est un désinvestissement du capital risque dans l'IA, ou la baisse du nombre de nouveaux projets IA financés, et ça irait dans le sens d'une déception quant aux retombées réelles, comme on l'a vu. Il nous reste environ 3 minutes maintenant. On va terminer rapidement alors. On va parler un peu de politique publique. Là, les gouvernements et les organismes internationaux, qui initialement étaient très très focalisés sur l'IA, commencent à prioriser d'autres sujets. C'est un peu comme avec la filière batterie, tu vois. On parle moins d'IA dans les plans de relance économique, où on réduit les budgets de recherche dédiés. C'est tout simplement parce que l'IA n'est plus perçue comme le levier de croissance principal, et ça pourrait se traduire par des discours politiques du type oui, l'IA c'est utile, mais c'est pas la panacée. Et donc ce serait plus la saveur du mois. Et on verrait aussi dans l'opinion un scepticisme croissant. Alors là, il faudrait regarder les enquêtes d'opinion, les publications académiques. Si on voit émerger un consensus sceptique qui affirme que l'IA n'a finalement pas transformé l'économie, un peu comme on a pu parler au cours des années 90 d'un paradoxe de la productivité malgré les investissements dans les ordinateurs, ce serait un signe que le scénario 3 se réalise. Et là, tu aurais des indices qui pourraient être toute une succession de titres de presse du style l'IA, une révolution invisible dans les chiffres, ou des experts qui pointent du doigt l'écart entre le buzz médiatique et les données économiques. Alors, maintenant quel est votre scénario préféré, ou le plus probable à vos yeux? Le plus probable, moi je l'ai donné la dernière fois, ce serait qu'on serait dans le scénario 3 pendant peut-être 2 à 3 ans, et qu'on irait ensuite vers le scénario 2. Et qui sait, peut-être le scénario 1, mais alors là, au-delà de 10 ans dans mon cas. Mais ça m'est propre, je préfère que chacun se fasse une tête et pense, et regarde, en fait, les indicateurs. Le plus important, c'est de regarder les indicateurs que j'ai listés. Et en fait, on peut se demander, mais où investir dans ces 3 scénarios? En fait, c'est assez facile, ça se déduit facilement. Si vous êtes dans le scénario 1, il faut y aller all-in sur les titres IA. En fait, il faut prendre des paris au risque sur les titres tout ce qui est capital IA, parce que c'est ce capital-là qui va emporter le marché, qui va détruire tout le secteur traditionnel. Dans le scénario 2, il vaut mieux avoir un portefeuille diversifié, mais avec une forte exposition aux titres technologiques, parce qu'on verrait des croissances. Et dans le scénario 3, là, c'est un portefeuille prudent avec un focus sur les secteurs traditionnels. On pourrait parier sur l'énergie, non? Comme un investissement contrarié, si on peut dire. Dans le scénario 1, il faudra aller à fond sur l'énergie, parce que ça va être un des goulots d'étranglement. Ouais. Et en fait, pour finir, en termes de carrière, en fait, moi, mon conseil, c'est ne vous mettez pas en compétition avec l'IA.
En termes de compétences, développer des compétences qui vont être complémentaires de l'IA et non concurrentes. Et en fait, surtout, apprenez à utiliser les outils, tous les outils qui arrivent. Et développer vos capacités humaines, miser sur la créativité, la pensée critique, l'émotionnel. Avec l'IA, le plus important, c'est de poser la bonne question maintenant. C'est plus d'avoir la bonne réponse. La bonne réponse, elle arrive souvent et on l'assemble ou on la complète avec notre créativité. Dernière question, Michael Albo, en quelques secondes. Est-ce que l'IA va remplacer les annonceurs radio ou les animateurs radio? Ah là, hélas, ça a déjà commencé, mais ce serait peut-être le sujet d'une autre chronique. Tout à fait. Voilà, et puis, dernier conseil, c'est viser l'interaction humaine et essayer de développer des savoirs manuels spécialisés. Par exemple, si vous voulez faire des études de charpentier, vous êtes encore tranquille. Michael Albo, PDG chez Inside Solver, merci beaucoup. Merci. Après la pause, on discute tarifs douaniers et dépenses gouvernementales au fédéral avec Renaud Brossard, vice-président aux communications à l'Institut économique de Montréal.